Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi de Bismart. Merci pour votre fidélité. L'émission, vous le savez, est en direct du lundi au vendredi. Bien dans son job, on va s'intéresser à la santé au travail dans un contexte particulier, évidemment, dans ce contexte Covid, de crise sanitaire. On fera le point avec un expert dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. Alors, on va s'intéresser au test de personnalité. J'ai envie de dire bullshit ou pas. En tout cas, faut-il y croire? On essaiera de répondre à cette question dans quelques instants. Le cercle RH, qui est notre débat quotidien, mais justement, on va s'intéresser au télétravail. Est-ce la panacée professionnelle ou au contraire un danger pour la santé psychologique des salariés? Il y a un débat, il fait rage et on essaiera de le trancher dans quelques instants avec nos invités. Et puis, fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser aux cadres. Ont-ils toujours autant la bougeotte en cette période Covid? Mais d'abord, on retrouve le journal de l'emploi, présenté par Eva Bensaadi. Bonjour Eva. Bonjour Arnaud, la tech sauvera-t-elle l'emploi? Une centaine de dirigeants de la French Tech sont invités ce soir à l'Elysée par le président de la République. Une manière de mettre à l'honneur ce secteur fortement créateur d'emplois. Il représente 20 à 30% des nouveaux emplois nets. Il a aussi bien résisté à la crise de la Covid. Les usages numériques se sont largement développés avec la livraison à domicile, les réunions virtuelles ou encore le télétravail. Il est donc important pour le gouvernement d'investir dans ce secteur d'avenir. Il recevra 7 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Une large part reviendra aux start-up. La France en compte environ 13 000 qui emploient actuellement plus de 100 000 personnes. Patronat et syndicats campent toujours sur leur position concernant le télétravail. Leur réunion de vendredi devait être la dernière. Ils se fixent finalement un ultime rendez-vous le 22 septembre. Les discussions qui ont démarré en juin ont pour objectif de travailler à un diagnostic partagé sur le télétravail, répertorier les pratiques, répertorier les difficultés rencontrées par les entreprises et les salariés. Une première étape pour le patronat qui souhaite qu'elle se termine sur un texte co-signé avec les syndicats. D'autres syndicats demandent, eux, franchement, un accord national. L'OFCE estime que 7,9 millions de salariés, soit 33% du total, sont concernés par la mise en place du télétravail. Et enfin, l'apprentissage, un tremplin pour l'emploi des jeunes, c'est ce que révèle la nouvelle édition du baromètre de la MAF et de l'Institut supérieur des métiers. En 2018-2019, près de 150 000 apprentis se sont formés au métier de l'artisanat, un chiffre en hausse pour la 3e année consécutive. Fait marquant, le taux d'emploi des apprentis demeure bien supérieur à celui des élèves formés par voie scolaire. La chance d'accéder à un emploi dans les 7 mois suivant la sortie de formation varie du simple au double au profit des apprentis, 66% par exemple pour les CAP avec diplôme, contre seulement 35% pour les jeunes diplômés formés par voie scolaire. Enfin, nous révèle l'étude, les ex-apprentis sont même jusqu'à 60% à trouver un CDI à leur sortie de formation. Bien dans son job, eh bien justement, on va parler de la santé au travail. Alors, c'est un sujet global, la santé au travail, qui pourrait d'ailleurs être déconnecté de la crise Covid, de la crise sanitaire. Mais la crise sanitaire, évidemment, vient percuter cette question, je dirais, institutionnelle, notamment de la médecine du travail. Merci Arnaud Gilberton. Vous êtes président du cabinet en conseil en ressources humaines IDOCO. Vous êtes directeur pédagogique à l'ESSEC. Alors, vous avez signé une tribune en disant qu'il faut réformer la santé au travail. Qu'est-ce que vous aviez dans la tête en voulant le réformer? Parce que c'est vrai que d'expérience, il y a déjà eu plusieurs volontés de réformer la médecine du travail. Est-ce que c'est de ça dont vous parliez? Alors, pas tout à fait. Je pense que ce qui est important à prendre en compte, Arnaud, c'est que la santé au travail est devenue en quelques mois une préoccupation majeure pour l'ensemble des entreprises. À la fois dans une dimension sanitaire, de prévention par rapport au Covid, mais aussi par rapport à une dimension psychologique. Aujourd'hui, on voit énormément de salariés qui sont inquiets par rapport à leur avenir professionnel, qui se retrouvent isolés parce qu'en télétravail, ou bien qui doivent vivre une distanciation sociale sur le lieu de travail qui n'est pas évident. Donc la question de la santé physique et psychologique, elle est centrale. Et au-delà de la réforme de la médecine du travail, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur pour les entreprises de monter en compétences et de monter en puissance en termes de santé au travail. C'est pour ça qu'on a parlé par exemple des référents Covid, qui sont une bonne initiative. Qui n'existent pas encore, ou dans certaines entreprises, ils existent, pas dans d'autres. Dans certaines entreprises, et la difficulté, c'est que c'est souvent les entreprises qui étaient le mieux armées en termes de santé au travail, notamment dans les milieux industriels, qui sont plus en avance sur ces questions. Le BTP, par exemple, parce que là, il y a un gros travail de fait sur la sécurité, sur les outils à utiliser. C'est pas le cas dans le tertiaire, c'est ce que vous dites? On est moins préparé à ça? C'est moins le cas dans le tertiaire, c'est moins le cas dans les PME, et du coup, il y a un enjeu de montée en compétences, de professionnalisation et de compréhension des enjeux de santé. C'est pour ça que le fait d'avoir des référents Covid ou des référents en interne
au sein des entreprises, c'est important. Et puis, il y a un autre enjeu qui est absolument essentiel aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période de grande incertitude en termes de santé au travail. Les consignes du gouvernement peuvent évoluer très rapidement, on peut se retrouver à nouveau face à des confinements très localisés. Et donc tout ça, ça va demander aux entreprises énormément d'adaptation, énormément d'agilité justement pour faire face à des situations sanitaires préoccupantes. Alors, vous évoquez dans votre tribune de la Croix la mission parlementaire du député Lecoq, qui soulève un problème, mais qui était récurrent. C'est un problème lié, je le redis, à la médecine du travail, c'est-à-dire aux référents. Concrètement, dans vos propositions, vous dites quoi? Il faut qu'on puisse pousser la porte de quelqu'un dans un bureau, s'exprimer, lui faire part de ses doutes, ses inquiétudes, ses troubles psychologiques. Comment ça marcherait concrètement? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que un des points essentiels, c'est de permettre aux salariés de partager leurs appréhensions, leurs incompréhensions, leurs besoins. On vide son sac. C'est ça, on vide son sac. Et puis c'est aussi de faire preuve de pédagogie. Faire preuve de pédagogie sur les consignes sanitaires, faire preuve de pédagogie et de prévention. Et cette prévention, forcément, les médecins du travail ont un rôle d'accompagnement des entreprises. Mais la prévention, elle doit se jouer en interne, à l'intérieur. Et c'est les managers, et notamment les managers de proximité, qui doivent être armés pour faire face en termes de prévention. Donc ça demande un effort de formation qui est important pour que les managers soient juste à l'aise pour pouvoir accompagner les salariés dans leur quotidien. Alors Arnaud Gilberton, ça marche pour ceux qui sont les insiders, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, mais c'est plus compliqué, et vous l'évoquez, pour les demandeurs d'emploi, donc les chômeurs, les travailleurs indépendants, toute une partie de la population qui travaille mais qui n'est pas salariée. Comment on fait pour elle? Qu'est-ce qu'on invente? Alors, on est par rapport à ça face à une difficulté qui, je pense, est centrale et va être hyper importante dans les mois à venir. On a aujourd'hui des populations qui sont vulnérables et qui sont d'ailleurs, cette question elle est bien identifiée dans les réformes en cours, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de solutions bien identifiées pour accompagner ces populations vulnérables. On sait par exemple que les travailleurs indépendants sont extrêmement exposés en termes de crise économique. Donc on va avoir des difficultés donc à la fois en termes de santé, mais aussi de santé psychologique et de bien-être. Et bien sûr. Et un des enjeux, c'est de pouvoir vraiment les accompagner et de mettre en place des dispositifs de soutien, y compris de soutien psychologique ou d'appui ou d'aide, parce que la santé psychologique des salariés les plus vulnérables, elle est hyper importante pour eux-mêmes, pour leur capacité à rebondir, à se positionner, à faire preuve d'agilité et à faire face à des situations justement économiques complexes. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez un cabinet, vous êtes un pédagogue aussi. Vous dites à ceux qui nous regardent, on est en train d'entrer dans un temps long et donc il faut s'organiser. Parce que certains disent, bon, on va trouver le vaccin, dans quelques mois c'est réglé, on pose le masque. J'ai pas le sentiment en lisant votre tribune que vous êtes sur cette ligne-là. Alors, on est dans du temps long dans votre réflexion. Si vous voulez, je pense que c'est très difficile de prévoir l'avenir. Est-ce qu'on va trouver un vaccin? Est-ce qu'on va sortir de cette crise? Je l'espère, on l'espère tous. Mais il y a quand même beaucoup de chances pour qu'on rentre dans un temps long, avec des périodes de confinement, de semi-confinement, de distanciation sociale qui vont devoir être évolutives et s'adapter. Et donc les entreprises vont devoir s'armer pour faire face à une situation sanitaire dégradée dans la durée. Mais aussi une situation économique dégradée dans la durée. Quand on voit l'ampleur des restructurations à venir, l'augmentation du chômage, il va y avoir des difficultés économiques potentiellement relativement longue. Donc la question, c'est pas juste de penser ces prochaines semaines ou ces prochains mois, mais c'est être capable de se projeter sur 1 an à 2 ans et de mettre en place des dispositifs de prévention de la santé des salariés qui soient portés par le management de proximité et qui soient bien incarnés en interne, et puis qui, bien sûr, s'appuient sur un réseau externe avec la médecine du travail ou avec d'autres intervenants. Voilà, pour faire en sorte que les entreprises puissent réagir rapidement et puis bien évidemment maintenir leur activité économique. Votre valeur ajoutée, vous, dans votre agence, quand vous vous déplacez dans une entreprise, vous utilisez, j'imagine, ces arguments. Comment réagissent les chefs d'entreprise qui eux-mêmes sont dans des difficultés économiques, de choix, de plans sociaux? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors, c'est vrai qu'au sein d'Idoco, on travaille aussi bien avec des startups qu'avec des grands groupes dans des environnements assez différents. Et moi, je vois beaucoup d'écoute et beaucoup d'interrogations de la part des dirigeants, de la part des DRH aujourd'hui. Donc d'inquiétude. Et d'inquiétude, effectivement. Et du coup, beaucoup d'ouverture justement sur le fait de mettre en place des référents Covid, le fait de renforcer le dialogue social. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscience chez beaucoup de dirigeants que le dialogue social va être central. On l'a entendu dans le journal d'Eva, c'est le 22, c'est fin septembre, il va falloir trancher, trouver un cadre légal en tout cas. Il va falloir trouver un cadre légal au niveau national, mais au-delà de ça, l'enjeu aussi, c'est d'avoir un dialogue social de proximité sur le terrain, avec les partenaires sociaux, avec les managers, avec l'ensemble des salariés. Et ce dialogue social, aujourd'hui, il n'est pas évident, parce que quand on est en télétravail ou quand on doit porter le masque dans son entreprise, c'est compliqué. Dialoguer, c'est compliqué. Ouais. Et je pense qu'un des enjeux aujourd'hui qui est essentiel, c'est d'arriver à faire vivre le dialogue social sur des questions de santé au plus proche du terrain,
dans cette situation qui est complexe pour tout le monde. Donc d'un mal, on en fait un bien, parce qu'à travers cette crise Covid, quelque part, ça permet de faire avancer des sujets de santé dans l'entreprise, qui étaient durs à traiter auparavant. Alors vous savez Arnaud, moi c'est vraiment ma conviction, c'est qu'un des points positifs de cette crise, c'est qu'elle remet au cœur des entreprises la question de la santé. Aujourd'hui, il n'y a aucun dirigeant qui peut passer à côté de cette question-là. Pendant longtemps, la santé était vue comme, on va dire, un sujet de médecine du travail, ou bien un sujet qui était vraiment lié au risque professionnel dans des secteurs industriels comme le BTP, vous en avez parlé. Aujourd'hui, la santé est un élément important. Donc, quand on dit remettre l'humain au cœur de l'entreprise, remettre l'humain, c'est remettre la santé au cœur de l'entreprise, parce que ça, c'est extrêmement concret. Ça passe par des mesures concrètes. Et oui, je pense qu'il y a un changement de paradigme, peut-être une révolution qu'on est en train de vivre et qui aura certainement des impacts sur le temps long. Donc le temps long, il faut s'y préparer et donc il faut s'organiser à vivre avec cette crise, en tout cas ce Covid. Merci à vous Arnaud Gilberton, vous êtes le fondateur d'Idoco, puis vous êtes aussi conseiller pédagogique à l'ESSEC. Et puis à lire votre tribune, parce qu'on peut la retrouver, qui était une tribune de juillet dernier dans les colonnes de La Croix. Il est urgent de réformer la santé. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. Tout de suite, c'est la suite évidemment de nos rubriques Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Mathieu Amaré est avec moi. Comme la semaine dernière. Bonjour Mathieu, vous allez bien ? Ça va bien et vous ? On va parler d'un sujet alors qui est un sujet un peu sensible, il faut le dire, parce qu'on parle de recrutement dans cette émission, vous le savez, ce sont les tests de personnalité. Alors, il y a les pour, il y a les contre. Voilà, outil ou arnaque, vous savez Arnaud, de tout temps, les recruteurs ont essayé de vérifier leurs talents, les profils, pour éviter de coûteuses erreurs de recrutement, allant même jusqu'à des méthodes ésotériques, puisqu'on a utilisé la graphologie ou même le tarot pour valider certains profils. Aujourd'hui, les tests de personnalité apparaissent comme le meilleur moyen de pronostiquer la performance. À défaut ou à raison, c'est ce que nous allons voir avec notre premier invité, Jean Pralon. Bonjour. Bonjour. Jean Pralon, vous êtes docteur en gestion des ressources humaines, psychologue et aussi administrateur du LabRH. Arnaud le disait en introduction, bullshit ou véritable... J'y suis allé fort, bien sûr. Voilà. Quoi penser des tests Alors, de le mot est un peu fort, bullshit, quand même. Mais disons qu'il y a deux types de caractéristiques qu'on peut mesurer chez des candidats. Il y a des caractéristiques qui sont très liées à la performance. Les capacités de raisonnement, par exemple. Plus on sait raisonner, plus on est compétent, plus on est performant. Ça marche très bien. Et puis, il y a des caractéristiques qui sont bien moins directement liées à la performance. Et malheureusement, la personnalité en fait partie. La personnalité. Les soft skills. Alors, les soft skills, c'est pas de la personnalité. On va regarder un peu tout ça. Ah, d'accord. Mais les soft skills, c'est des compétences. Donc, ce sont des caractéristiques dont on s'est montré que c'est très lié à de la performance. Je les ai, je suis bon. Je les ai, je suis pas bon. La personnalité, depuis 40 ans qu'on fait des recherches dessus, c'est une dimension individuelle dont on n'a jamais très bien réussi à montrer qu'elle était fortement connectée à la performance. En gros, on croit tous qu'un vendeur extraverti, c'est un très bon vendeur. Ouais. Malheureusement, c'est un stéréotype et c'est pas vrai. On l'a fait d'ailleurs sur le plateau avec les couleurs. Je le dis qu'un coach qui travaille sur les couleurs et on voit que c'est pas si simple. Le rouge n'est pas le meilleur vendeur. Exactement. Vous avez donné une date 40 ans. Comment les tests ont été faits à quel dessin ils ont été Alors c'est une bonne question aussi parce qu'ils n'ont pas été créés pour ça. Les premiers inventeurs des tests de personnalité, c'est des gens qui voulaient décrire la personnalité. Leur but, c'était Cattell, des psychologues américains. Ils ont voulu simplement décrire la personnalité comme un physicien voudrait décrire une particule. Et puis c'est bien après, dans les années 80, on a commencé à se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre cette personnalité décrite par ces tests-là et puis la performance ? Et on a commencé à le chercher. Et il y a eu une période d'or, années 80-90, où on a vraiment cru que c'était l'Eldorado et que ces tests-là prédisaient la performance. Mais il y a un déterminisme, excusez-moi. Et puis ça marche pas. Est-ce qu'il y a un déterminisme ? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fonction d'un critère donné de personnalité, on peut dire lui c'est parfait et lui ça marchera pas. Est-ce qu'on est déterminé par ce test ? Vraiment pas. Vraiment. Non, mais c'est important de. Il n'y a aucune relation significative entre personnalité et performance. Il y a d'autres caractéristiques importantes à mesurer. Les capacités cognitives, encore une fois, c'est important. Mais il n'y a aucun lien démontré scientifiquement entre personnalité et performance. Ce qu'on trouve souvent, malheureusement, sont des stéréotypes. On va penser que le type qui est extraverti fait un bon commercial ou que le type introverti fait un bon comptable. Ça, c'est une des très bonnes critiques qui pèsent sur les tests de personnalité, mettre des gens dans des cases et puis voilà. Oui, c'est ça. Et créer une déshumanisation de certains profils. En disant voilà, c'est mécanique, c'est comme ça. Oui, il y a deux sujets. Il y a effectivement utiliser le test de façon un peu mécanique et en triant les gens. Et puis il peut y avoir aussi un usage un peu plus soft qui est de s'en servir pour mieux comprendre un candidat. Et là, ça peut être un peu plus sympathique. Mais en effet, utiliser un test comme ça, en supposant qu'il y a un lien avec la performance, et s'en servir pour trier des candidats sans les avoir vus, c'est juste pas possible. Je vais reposer la question autrement que Arnaud vous posait tout à l'heure.
Les tests de personnalité sont utilisés par les recruteurs, les DRH aussi, pour apporter une connotation scientifique à leur vue subjective. Vous êtes docteur, vous êtes psychologue. Quelle connotation ou quelle crédibilité scientifique ont les tests de personnalité? Alors ça, c'est un vrai sujet amusant. En effet, on a un besoin crucial de rendre le recrutement plus objectif. Il y a des discriminations, il y a des erreurs, il y a des problèmes d'emploi, il y a des coûts, il y a des problèmes d'emploi. Donc ce pays, c'est par exemple très mal intégré ces jeunes diplômés. Et il le fait mal parce que souvent il y a des stéréotypes et des discriminations. Donc plus on mettra des outils objectifs, plus on pourra montrer à des recruteurs que ce candidat est compétent et performant. Très bien. Malheureusement, il y a des outils qui ont l'apparence de la scientificité, et on en parle bien ce matin, c'est bien cela. Un test de personnalité, ça fait scientifique. Malheureusement, ça n'est pas tant que ça. D'accord. Et je vais citer un chiffre, Jean Pralon, 72% des recruteurs ont recours aux tests de personnalité et 92% les trouvent pertinents. Vous avez cité les années 90 et les années comme l'Eldorado. Donc ça marche. En 2010 aussi, nous sommes encore dans l'Eldorado. Quel futur prévoir pour ces tests-là? Alors je crois qu'il y a un reflux. Je crois qu'il y a beaucoup de recruteurs qui commencent à se rendre compte que ça sert bien pour la marque employeur, par exemple. Ça donne une image positive. Ce qui sûrement n'est pas si vrai que ça, d'ailleurs. Mais en tout cas, on se donne l'idée qu'on est un recruteur performant parce que scientifique. Et donc, on laisse tomber des techniques un peu ésotériques. Alors la graphologie, c'est très vieux, mais en moins, ne serait-ce qu'éviter le simple entretien. Donc il y a des recruteurs qui se disent je suis scientifique, je respecte mes candidats parce que j'utilise ce type d'outils. Mais malheureusement, ils se rendent compte aussi que ça marche pas si bien que ça et que le taux d'erreur est assez élevé. Mais on demande quoi dans ces tests? Qu'est-ce qu'on demande? Alors, qu'est-ce qu'on essaie de savoir et sous forme de quelle question? Je crois. C'est énorme. Non, mais en fait, dans la typologie. Oui, en fait, c'est toujours le même avec le modèle des Big Five. C'est ça. En gros, tous les éditeurs de tests reprennent le même modèle qui s'appelle les Big Five, donc 5 grandes dimensions. Parfois détaillées au cours de 20-25 sous-dimensions. Et ces 25 dimensions-là tournent autour des comportements qui sont classiques dans l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que j'aime travailler avec les autres? Est-ce que j'aime travailler seul? Est-ce que je suis agréable au travail, etc. Et c'est vrai que quand on les a créés... On dit oui à chaque fois, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a plutôt envie de dire oui. Quand on les a créés pour décrire la personnalité, sans évaluation, le type qui répondait se disait bah oui, j'aime pas travailler avec les gens. C'était pas un problème. Quand il est candidat, il a un peu tendance à dire oui, voilà. Oui, j'adore travailler avec les gens. Puis je suis très gentil. Voilà, donc si on vous demande est-ce que vous êtes consciencieux, est-ce que vous aimez travailler avec les autres, quand on est candidat, on a plutôt tendance à se dire voilà quoi. Oui, parce qu'on a cette pression-là. Si on est un peu prédictif, Jean Pralon, si on essaie d'imaginer la suite, qu'est-ce qui pourrait remplacer le test de personnalité? Est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà qui s'en rapprochent? Alors la sphère à regarder de très près, c'est la sphère cognitive, le raisonnement. D'accord. Et comment un candidat raisonne sur un sujet particulier. Ça c'est très important parce que c'est près du travail. En fait, l'évaluation en général dans le recrutement, plus elle est proche du travail, plus elle est proche du vrai travail, de ce que fait vraiment le candidat, mieux ça marche. Donc le cognitif, le raisonnement, appliqué à des sujets particuliers, ça marche très bien. D'accord, très bien. Mais écoutez, voilà, les tests de personnalité... À suivre. En tout cas, juste une question, parce qu'avant qu'on se quitte, il nous reste un tout petit peu de temps. Je suis recruteur. Je l'utilise comme un complément, mais pas comme un outil central. Est-ce que c'est ça le conseil que vous donnez aux recruteurs? C'est plutôt ça. C'est-à-dire, c'est un élément complémentaire, mais je ne l'utilise pas comme la matrice centrale de mon choix. Le conseil, c'est de dire, on peut s'en servir pour mieux connaître un candidat, quand on l'a vu déjà, quand on veut valider des choses, et sûrement pas comme un critère de choix absolu et définitif. Donc on peut s'en servir, mais comme un élément de complément. Merci Jean Pralon, psychologue, docteur en gestion des ressources humaines. Merci d'être venu sur le plateau. On continue. Je suis persuadé que vous allez rester en loge, écouter notre prochain invité, parce que dans Travailler demain, justement, on prolonge cette question avec du prédictif cette fois-ci, mais c'est pas dans le mar de café, vous allez voir. Travailler demain, toujours avec Mathieu Amaré, Welcome to the Jungle. On poursuit notre échange sur cette thématique. On a fait les tests de personnalité, les tests psychologiques, on vient d'en parler. Là, on va un peu plus loin avec votre invité encore. Voilà, on a parlé avec un docteur et psychologue, David Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi psychologue Absolument. Du travail, mais vous avez surtout fondé une entreprise, Assess First, qui est une solution de recrutement prédictif basée sur l'analyse du potentiel. C'est ça. Alors racontez-nous ce que tout cela veut dire. Ça fait peur, hein. Alors, en fait, l'idée d'Assess First, justement, ça va être de pouvoir évaluer le potentiel. Donc, quand on parle de potentiel, on parle de trois facteurs clés. Donc, on a tout ce qui a trait aux capacités cognitives. Donc, c'est plutôt d'ordre intellectuel. Mais également, on va s'intéresser à ce que la personne veut faire, ses motivations, également de sa personnalité. Et l'idée, en gros, c'est qu'à partir de ces éléments-là, on va pouvoir anticiper, faire des prédictions concernant deux facteurs clés, à la fois la capacité des personnes à réussir en poste et également leur capacité à être engagées et heureuses
au sein de la culture de l'entreprise qui fait ses Mais recrutements. comment vous les tracez ces prédictions? C'est un algorithme? C'est un logiciel? Algorithme, le mot est jeté. Vous avez Ça y est, désolé. algorithme, intelligence artificielle, exactement. Paf. En fait, la limite du recrutement tel qu'il se pratique aujourd'hui, elle tient tout d'abord à la définition des besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je recrute par exemple un commercial, je vais faire quoi? Je vais commencer par imaginer en fait quels sont les critères qui vont favoriser la réussite. Mais la plupart du temps, en fait, les RH, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une projection de la représentation qu'ils se font de la réussite. Alors qu'en fait, le plus intéressant et le plus important surtout, c'est d'aller regarder sur le terrain qu'est-ce qu'il se passe. Par exemple, je donne un exemple simple. Vous voulez justement recruter des commerciaux, vous en avez déjà une trentaine dans la boîte. Il vous suffit de leur demander de compléter leur profil sur Assess First. Derrière, la seule chose que vous avez à faire, c'est de renseigner dans le système, en gros, qui est performant, qui l'est moins, qui a une attitude en ligne avec la culture ou pas. Vous appuyez sur un bouton, on va extraire automatiquement, au travers d'un algorithme, justement, ce qu'on appelle un modèle prédictif, c'est-à-dire les critères qu'il faut rechercher. Donc, c'est aussi utile à l'entreprise qu'aux salariés, puisque je peux avoir, je suis salarié d'une boîte et j'utilise votre solution, une trajectoire, un horizon vers lequel je me destine en fait en tant que salarié. Est-ce que ce logiciel ou cette méthode que vous avez fondée ou cette solution, est-ce qu'elle est adaptable à la personnalité qui peut changer en fait au fur du temps sur certains profils? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, on se dit souvent, oui, la personnalité, ça évolue, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus? En fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans les critères qu'on évalue, tout ce qui a trop capacité cognitive, en gros, ça va être fixé à partir de 25 ans à peu près, pour décroître, mais bien plus tard. La personnalité peut en revanche évoluer jusqu'à une trentaine d'années. En revanche, on ne se transforme pas fondamentalement. On a l'habitude de dire... Passer 30 ans, c'est trop tard, on vous le dit. C'est trop tard. C'est-à-dire qu'on a certains traits qui sont peut-être déjà un petit peu marqués, qui vont tendance à grossir. À grossir, mais on ne se transforme pas radicalement. On va s'attendre à ce que les gens changent. Juste, excusez-moi, parce que c'est un sujet qui est très sensible, et vous le savez très bien. Absolument. Quand on met algorithme prédictif, on se dit, mais finalement, on fabrique une forme de déterminisme. C'est Minority Report, pour reprendre l'idée de Mathieu, qui avait la même idée. C'est cette idée de prédiction, et on met les gens dans des cases, et puis finalement, file, et on les fait produire. Comment on tord le cou à cette idée-là, finalement, que l'homme est une petite machine qui a été rangée dans un petit couloir, et parce qu'il a été bien testé, il va aller très loin? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le côté clonage, en fait, c'est ce qui a lieu aujourd'hui dans les entreprises. Aujourd'hui, on va rechercher quoi? On va rechercher des jeunes diplômés d'écoles de commerce, si possible avec 300 d'expérience dans une grande boîte ou dans une entreprise qui ressemble à celle qui est la nôtre. En fait, l'idée, au travers de l'évaluation du potentiel, c'est que ça va permettre de révéler qui sont les personnes, qui sont les individus réellement et ce qu'ils peuvent faire au-delà de leur CV, au-delà de leur parcours, de leur passé, des écoles. Et au contraire, on s'est rendu compte que ça permettait d'avoir une diversité. Ça fait émerger d'autres profils, en fait. Ah, mais complètement. Et des choses que n'arrivent pas à déceler les recruteurs, ni d'ailleurs dont ne savent pas en fait les salariés quand ils arrivent en entretien. Mais ce qui est intéressant, là, on se fixe sur la personnalité, mais ça permet aussi aux entreprises de savoir s'il va y avoir une adéquation entre le profil qu'elles ont en face d'eux et la culture de la boîte. C'est aussi ça le sujet d'Assess First. Oui, complètement. Et ce qu'il faut savoir, là encore, la question de la culture, souvent, lorsqu'un RH va chercher à faire du fit culturel, qu'on appelle ça, en fait, ils vont définir leurs propres valeurs. Mais ça, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Les valeurs qui sont définies, par exemple, on est une entreprise centrée sur l'innovation, le client, et ainsi de suite, business orienté, tout ça, en fait, ce sont des valeurs aspirationnelles. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'aller chercher sur le terrain, par une petite évaluation préalable, en fait, faire ressortir ce qui se vit réellement et pas seulement ce que j'imagine être la culture chez moi. Et cette petite évaluation préalable, elle consiste en quoi? On en parlait avec Jean Pralon, on se demandait ce que ça pouvait être, puisqu'il existe 2000 tests de personnalité différents. Votre petite évaluation préalable, ça consiste en quoi? C'est aussi les Big Five, comme il nous disait? Alors, sur la personnalité, on s'appuie en effet sur le modèle des Big Five, mais pas seulement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va compléter cette évaluation de la personnalité par les motivations, valeurs et aussi tout ce qui a trait aux capacités intellectuelles. Voilà. Le salarié a le droit de refuser. Excusez-moi, moi je suis salarié, je dis moi je me plie pas à ce test. Le salarié, je perds mon boulot. Oui, bien sûr. Il peut dire moi je. Bien évidemment. C'est une loi de 92 dans le code du travail. Absolument. Ouais, donc il peut dire hop, je lève le pied. D'être prévenu en cas d'utilisation de tests de personnalité. Complètement. Par un employeur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les candidats, les salariés ont un avantage énorme à utiliser ce genre et à se prêter à ce genre d'exercice, parce que faire de la pédagogie. L'idée en gros, c'est que dès qu'ils ont terminé, ils vont avoir accès à un compte rendu complet sur justement quels sont mes talents, mes points forts.
apprendre tout simplement à mieux se connaître, parce qu'il faut bien comprendre que... Ils se découvrent soudain, quoi. Et ils se découvrent Ou soudain, redécouvrent. parce que être dans le recrutement, c'est quoi? C'est le business du non. On recrute une personne, on va dire oui à une personne, et à 199 autres, on va dire non. Donc, quelle expérience on fait vivre à ces gens-là? En quoi on les aide à progresser? Comment on accompagne leur développement? Bien sûr. C'est exactement ce que ça Arnaud le permet. disait, sujet sensible, quand vous avez monté votre solution, en quelle année? 2002. 2002, donc Ouais. vous étiez assez pionnier. Quels étaient les retours des premiers clients quand vous avez essayé de présenter leur solution? En Est-ce qu'ils quelques étaient mots, David. sceptiques? Souvent, c'était, en gros, l'outil d'évaluation, c'est moi. De toute façon, je fais un entretien, j'ai pas besoin d'un test pour savoir qui est la personne. Oui. Mais encore une fois, un entretien, c'est quoi? Pour nous, c'est une pièce de théâtre qui dure 45 minutes, dans laquelle on a un candidat qui va chercher à se montrer sous le meilleur jour, un recruteur qui cherche à séduire à tout prix. Quand on sait qu'un être humain donc, va avoir plus de 180 biais cognitifs, qu'est-ce qui va sortir de ça? Pas grand-chose. Une subjectivité. C'est terminé malheureusement. Mais oui, Mathieu, vous aviez encore beaucoup de questions sous le pied. Mais on reviendra parler de ce sujet parce que c'est plus complexe qu'il n'y paraît vu de l'extérieur. Merci à David Bernard, Merci fondateur infiniment. CEO d'Assess First. On a parlé des Big Five, c'est intéressant aussi. Et on s'est intéressé donc à cet recrutement prédictif. On se retrouve demain, Mathieu, pour de nouvelles aventures. Le cercle RH, c'est tout de suite. On va rester dans le sujet, c'est le télétravail. On en a parlé au début de cette émission. Le télétravail, ça a été formidable au début, puis c'est vrai que là, on a le sentiment qu'il y a une petite remise en cause, négociation entre les partenaires sociaux, qui n'est d'ailleurs pas réglée, et puis des salariés qui quand même ont un peu envie de revenir dans leur entreprise, parce que ça crée évidemment du lien social. On en débat avec mes invités, c'est le cercle RH, après cette courte pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, on parle du télétravail. Alors on en a beaucoup parlé sur ce plateau, et pas que sur ce plateau d'ailleurs. C'était l'obligation à partir du 17 mars, beaucoup, des millions de salariés se sont retrouvés en télétravail, avec les enfants à la maison la plupart du temps, dans des conditions difficiles. Mais ça a été plutôt la panacée, voire même la révolution. Et puis depuis quelques jours, quelques semaines, des entreprises, des salariés considèrent que c'est peut-être pas du 100% qu'il faut faire, mais qu'il faut revenir aussi dans l'entreprise. Et puis il y a les partenaires sociaux qui sont là en ce moment en train de négocier pour améliorer, pour créer un cadre nouveau, un cadre légal, parce qu'il y aura évidemment peut-être des conflits entre des salariés et des entreprises. On fait le point sur ce télétravail parce que ça fait maintenant un bout de temps que certains salariés ne sont pas rentrés au travail. Benoît Serre, vice-président de la NDRH, très heureux de vous accueillir, et puis senior partner au BCG. On ressortira quelques chiffres parce que la NDRH a travaillé sur cette question du télétravail et c'est assez intéressant de les analyser. Sabrina Kamel, merci d'être avec nous, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail, et vous avez plusieurs choses à nous dire sur cette question du télétravail. Pas forcément emballé, pas toujours emballé sur ce télétravail. Et puis avec nous, Charles de Fréminville, merci d'être avec nous, CEO de Bloom at Work, société spécialisée dans la qualité de vie au travail. On est en plein dedans, et j'ai lu que vous organisiez les awards de la qualité de vie au travail. Pour ceux qui seraient intéressés, qui considèrent que leur entreprise c'est la meilleure, on peut s'inscrire toujours, les candidatures sont ouvertes. Tout à fait. Jusque fin septembre. C'est exactement cela. On gagne quoi? Une coupe? On gagne un cœur, un bisou? Super coupe, génial. On gagne effectivement un trophée. Un trophée. Un jury spécialiste. Un jury spécialisé qui va venir savoir quelle est l'entreprise qui a la meilleure qualité de vie au travail. Sur différents domaines, et notamment sur le domaine du télétravail. Et sur le domaine du télétravail, donc forcément, vous vous penchez sur le sujet. J'avais ce chiffre que j'avais pris la peine de noter. 85% des DRH, je me tourne vers vous, Benoît Serre, souhaitent développer cette pratique au sein de leur entreprise de façon pérenne. Ça, c'est une étude à NDRH. Et 73% des télétravailleurs souhaitent continuer l'expérience après le confinement. Ça, c'est, je dirais, la partie... globalement, c'est une révolution positive, ce télétravail, Benoît Serre. Effectivement, cette enquête que la NDRH a fait avec le BCG en juin, donc on était en une deuxième phase, dans la phase de déconfinement, montrait que d'une part, les DRH souhaitaient le pérenniser, et que d'autre part, ça rejoignait les attentes des salariés. Mais cette étude, elle montre quand même qu'ils souhaitent le pérenniser, mais pas le full télétravail, parce qu'on considère que c'est dangereux. Puis il y avait un autre chiffre dedans qui était... très intéressant, c'est que à peu près la même proportion estime que le risque principal du télétravail, c'est la désunion ou la mise en cause de la cohésion d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est un sujet... De toute façon,
on est absolument convaincu maintenant qu'on est passé de l'autre rive sur le télétravail. On ne reviendra pas en arrière. Je veux dire, ça devient un mode de travail, mais ça ne devient pas le mode de travail. C'est-à-dire que c'est un élément parmi d'autres. Et que l'erreur qui a souvent été commise dans les débats qu'il y a eu sur le sujet, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait le télétravail et puis l'entreprise continuait à fonctionner comme avant. Eh bien non, généraliser le télétravail dans une entreprise, même 2 jours par semaine, même 2 jours et demi par semaine. Ça pose des questions d'organisation. Ça ne signifie pas la faire fonctionner comme avant. Et puis l'autre point dont on a souvent parlé, c'est que moi j'oublie pas que quand même il y a à peu près 60% des métiers qui ne sont pas accessibles au télétravail. Donc évidemment. Moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais enfin si on développe le télétravail en pensant que c'est la panacée universelle, le boulanger c'est dur quoi. On oublie quand même une bonne partie des salariés et donc on risque de créer à l'intérieur de la même entreprise des distorsions très fortes de traitement. Bien sûr. Parce que vous en êtes le témoin, le télétravail c'est d'abord une affaire de qualité de vie au travail avant d'une affaire de traitement du confinement. Donc ça fait partie de la qualité de vie au travail, c'est souvent... Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Hein. Mais il pourra me le dire s'il n'est pas d'accord, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est perçu comme ça. Après, ça emporte d'autres sujets. Bon, bah, vous mettez les pieds dans le plat. Et je donnerai la parole à Sabrina Kamel. Mais réagissez tout de suite. Oui, parce que Charles de Fréminville. Il y a un sujet qualité de vie au travail, mais il y a aussi un sujet efficacité et productivité au travail. Ça ne s'oppose pas. Effectivement. Et donc les deux, en l'occurrence, c'est ce qui est intéressant. Et on a même vu que ça travaillait mieux. Tout à fait. Parce qu'on gagne du temps dans les transports, parce que parfois, dans certains cadres, on peut aussi être plus à l'aise. On a une nouvelle façon de réinventer le travail. Et c'est un des enjeux du télétravail. Mais il peut être un danger de travailler mieux et plus, justement. C'est ce que vous évoquez. Juste un mieux, mot. Non, plus, oui. Mieux. À vous trois, mais oui, à Sabrina. plus. Probablement plus. D'ailleurs, c'est évoqué dans une tribune d'une philosophe là, dans Le Monde qui dit mais attendez, c'est le mélange entre vie professionnelle et vie personnelle qui fait que tout se mélange. On ne sait plus trop qui est du perso, du professionnel. Elle soulève cette question. Mais je vous pose la question, vous, à la juriste Sabrina. C'est une question un peu comme ça, vous savez, quand on parle du Conseil national de la résistance, on fait toujours référence. Est-ce que c'est un acquis, le télétravail? Est-ce que c'est un acquis, j'ai même envie de dire, un acquis social? Non, c'est absolument pas un acquis. Déjà, il n'y a pas de droit au télétravail. Enfin, il faut quand même reposer les... Il n'existe pas ce droit au télétravail. Il n'existe pas de droit au télétravail. Il n'y a pas de télétravail, si vous voulez, imposé. J'exclus les circonstances exceptionnelles, ce qui était le cas pendant le confinement. À mon sens, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a l'expérience du confinement, mais le confinement, c'était un télétravail qui n'était pas choisi tant par l'employeur que par le salarié. On était sur un télétravail forcé. Exogène, absolument. Et qui pouvait, pour certaines catégories de travailleurs, être non pas du télétravail, mais un travail dégradé, en fait. Je veux dire, il faut quand même... si vous voulez, dégradé parce qu'on a les enfants, parce qu'on a l'organisation de la maison, enfin bref, c'est pas du travail. Évidemment, enfin, il y en a qui ont pas, si vous voulez, l'appartement ou la maison, pas si vous voulez... Non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens de télétravailler à la maison, d'autres qui étaient avec leurs gamins. D'autres qui n'avaient pas de connexion, il faut le dire. Qui n'avaient pas de connexion, qui devaient faire l'école en même temps. Enfin, pour moi, la période de confinement a révélé effectivement les points positifs que pouvait être le télétravail pour certaines personnes, mais a aussi révélé les points négatifs du télétravail. Et donc, travailler mieux, certes, travailler plus... non, mais beaucoup ont travaillé plus. Je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est vécu différemment selon les salariés et que certains salariés y verront une difficulté et le reprocheront à leur hiérarchie, même si dans la journée, ils ont pu peut-être s'organiser comme ils le voulaient. Oui, c'est vrai que ça c'est le côté positif. Effectivement, je fais une pause quand je veux, je peux me balader une demi-heure, mais je reviens travailler après 18h. Bref, cette étude de chez Robert Walters, une étude mondiale qui exprime qu'en France, c'est seulement 16% des cadres français, ça c'est ce qu'ils disent, qui aimeraient travailler tous les jours à distance avec des visites ponctuelles dans l'entreprise. C'est seulement 16%. Alors, est-ce que ça ne tord pas le coup à l'idée comme ça que quand on est sorti de cette période obligatoire, tout le monde s'est dit, bon ben voilà, c'est réglé. On va dans le tertiaire pour le moins, on va tous partir en télétravail, plus de mobilier, plus de bureaux. Enfin, on est loin de ça finalement. On est en train de trouver un juste équilibre. Alors, là, le terme, c'est le télétravail, mais en fait, c'est les télétravails, parce qu'il y a différentes façons de le faire. Et moi, ce qui me marque dans cette étude-là, c'est que c'est travailler tous les jours en télétravail. C'est quelque chose de très, très différent de le faire de manière ponctuelle, de manière occasionnelle. Et en fait, le télétravail, c'est aussi un modèle à réinventer de rapports sociaux. Il y a les 2 fils de la culture qui sont super importants pour se dire, concrètement, comment est-ce qu'on garde ce lien social? Mais il y a aussi des choses à apprendre. Et j'aime bien cette notion de télétravail dégradé, moi je dirais de télétravail à réinventer, pour se dire, concrètement, comment est-ce que managers et managers arrivent à réinventer leur façon de travailler ensemble? Comment est-ce qu'on arrive à créer de la confiance à distance? Comment est-ce qu'on arrive à garder du lien à distance? Et c'est pas évident. Mais vous posez la même question, et nous c'est la question qu'on pose aux collaborateurs, est-ce que vous souhaitez faire du télétravail de manière occasionnelle? Ils disent tous oui. Ils disent tous oui. Mais tout le temps. Donc c'est l'hybridation de Benoît Serre, c'est-à-dire... non mais c'est l'idée que... C'est la mienne. Mais... Non, enfin en tout cas c'est celle que vous avez développée. C'est-à-dire qu'on vient 3 jours dans l'entreprise, on a 2 jours télétravail, et c'est une espèce d'équilibre qui crée justement l'harmonie, si je peux me permettre. Et d'ailleurs, on voit apparaître une évolution dans les projets en cours actuellement de négociation de télétravail.
on avait beaucoup de modèles où c'était effectivement 2 jours par semaine. Et on voit apparaître des accords aujourd'hui où c'est plus à la semaine, mais c'est à l'année. Autrement dit, l'accord crée 90 jours, 80 jours, ce dépend de télétravail que les gens répartissent plus ou moins librement en accord avec le management. Ça, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas en France une culture de calcul annualisé du temps de travail. Or, le télétravail est en train de se poser comme un système annualisé. Il rentre dans le calcul des temps de travail. De savoir comment va évoluer la gestion du temps de travail dès lors que vous avez toute une partie de ce temps de travail qui est raisonné à l'année, quand tout le reste est raisonné à la semaine. Donc ça va être intéressant de voir. Mais ça, c'est en ce moment. Et ça renvoie systématiquement à un lien différent, vous l'avez dit, entre le manager et le managé, parce que c'est un double accord. Et ça signifie aller plus loin. C'est-à-dire que dans la refonte de l'organisation du travail, il va falloir que le management apprenne à distinguer le temps de travail collectif qui se passe dans l'entreprise du temps de travail individuel que je peux faire ou chez moi ou en tiers-lieu ou peu importe. Et ça, c'est tout à fait différent. Et vous avez cité la France qui est redescendue à 16% après être montée à 37% pendant la crise. Il y a un petit moment là Mais c'est pas étonnant en fait. Parce que la France était un pays assez en retard sur le télétravail avant la crise. Il n'y a pas de raison qu'elle ait pris de l'avance pendant la crise. Donc on revient maintenant, je crois, et c'est le plus intéressant, c'est que beaucoup d'entreprises sont en train de mixer leurs accords télétravail avec des enjeux de transformation managériale d'un côté et de transformation des locaux de l'autre. La somme des trois, c'est-à-dire télétravail, management et réévaluation du rôle du site de travail, c'est sans doute le triptyque gagnant pour implanter durablement le télétravail dans les entreprises. Fanny Lederlin, qui est une philosophe, vous l'avez peut-être lu dans les colonnes du Monde, qui ouvre, qui est une doctorante, qui ouvre une réflexion, cette fois-ci philosophique. Et elle dit, je la cite, en fait, les promesses d'indépendance et d'agilité relèvent de la rhétorique des plateformes digitales. Loin de ces beaux discours, le télétravail pourrait en fait accélérer la délocalisation des services dans les pays, justement, où les salaires sont moins élevés, à l'image de celles que l'on a connues dans l'industrie. Elle soulève là un sujet fondamental parce que, Sabrina Kamel, il y a des services, notamment de services clients, qui ont déjà été externalisés dans des pays du Maghreb ou des pays européens à bas coût. Est-ce qu'avec ce télétravail, il n'y a pas cette tentation de se dire, bon, nos collaborateurs, de toute façon, comme ils peuvent télétravailler, on peut les faire de loin et moins cher? Évidemment, c'était déjà le cas il y a quelques... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque encore plus là aujourd'hui? Bien sûr, et c'est un risque qu'il va falloir... on va devoir le sécuriser au maximum. Mais elle a tout à fait raison. Moi, je suis entièrement d'accord avec elle. Donc, ça veut dire qu'il faut à la fois des accords là, qui se négocient jusqu'à fin septembre, de manière à ce que l'entreprise ne profite pas, parce qu'on l'entend depuis quelques jours, de l'aubaine Covid, pour se dire, tiens, mon service client, je vais le faire plutôt au Sri Lanka ou au Bangladesh. Non, mais je vous sens un peu perplexe. Alors, moi, pour le coup, j'ai une autre vision, parce que on est une start-up Bloom at Work, et donc nous, on recrute notamment des développeurs. Alors effectivement, on va dire le mirage des développeurs à distance, il existe depuis très longtemps. Oui. Mais par contre, aujourd'hui, nous, notre réalité, c'est qu'on peut embaucher des développeurs informatiques partout sur le territoire français. Et un développeur informatique à Bordeaux, dans le fin fond de la Creuse ou à Paris, c'est pas le même salaire. Donc c'est pas un risque. C'est pas la même connexion non plus. Oui. Non, mais... Et c'est pas la même connexion au fin fond de la Creuse. Encore bien sûr. Non, mais en France, moi, je dis pas, parce que la question de fond du télétravail, ça posera aussi la question de d'où on télétravaille. Bien sûr. On télétravailler obligatoirement de son domicile ou est-ce qu'on peut travailler de sa maison? C'est ça qu'elle soulève, cette philosophe. Mais donc, c'est pas qu'un risque. Oui, mais je veux dire, il y a la France et puis il y a les autres pays, si vous voulez, où aujourd'hui on délocalise, comme vous le dites, au Maghreb, en Chine ou autre, où c'est encore autre chose. Mais la NDRH, vous allez tenir votre conférence de presse la semaine prochaine. Enfin, cette question-là, elle est posée aux entreprises. Ce que dit cette philosophe est très juste, mais si on se place à peu plus long terme, on est face à un véritable risque. C'est-à-dire, vous avez vu sans doute que Facebook a annoncé qu'elle estimait qu'à 10 ans, 50% de ses emplois seraient totalement en télétravail. Si on va vers une société où vous avez 60% des gens, ou 70% des gens en télétravail, on assiste, après la mondialisation industrielle, on va assister à la mondialisation de l'emploi. C'est ça. Et là, les pays qui ont des modèles sociaux très protecteurs, donc coûteux, vont être confrontés à un risque, puisqu'effectivement, leur coût sera trop élevé, et comme les gens ne seront pas dans les bureaux... C'est ce qu'elle dit. C'est pour ça que la réponse structurelle et des pouvoirs publics, et des entreprises, et du milieu enseignement, c'est comment je fais pour faire que mon rapport coût-compétence soit favorable à des entreprises, à des pays à économie protégée. C'est ça. Parce que sinon, ça finit mal, cette histoire. Après, il y a la deuxième dimension, c'est presque une question de philosophie. Que signifie une entreprise dont les gens ne se voient jamais?
Est-ce que c'est une entreprise? Moi, je me souviens, il y a quelques années... Qu'est-ce qu'une entreprise, au fond? Il y avait un grand patron industriel qui avait parlé des entreprises sans mur. Est-ce qu'on va aujourd'hui vers un chemin où on a des entreprises sans gens? Moi, j'y crois modérément et je ne le souhaite pas. Et d'ailleurs, dans l'enquête que vous avez citée tout à l'heure, les DRH disent attention quand même, l'entreprise, elle doit continuer à exister. Parce que pourquoi les gens reviennent? Pourquoi les gens ne veulent pas du full télétravail Parce que l'entreprise, c'est aussi un lieu social. Mais bien sûr, c'est un lieu d'interaction. On y fait des rencontres, on échange, bien sûr. Il y a un nombre de trucs qui se résolvent beaucoup plus certainement devant la machine à café dans une salle de réunion. Ou dans des lieux informels, en tout cas. Donc c'est pour ça que tout est dans l'équilibre. Vous savez, c'est comme le poison, tout est dans la dose. Oui, c'est ça. Trop de chocolat, ça fait mal au foie, mais un petit peu, c'est agréable. Voilà. Tout ça. Charles de Fréminville, vous êtes en train de bouillir. Ouais, quelle est votre position? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce Covid nous pose des questions philosophiques. Qu'est-ce qu'une entreprise? C'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est quoi? C'est que du lien numérique où on échange des données et du savoir. Une entreprise, c'est autre chose. C'est des gens qui se rencontrent. C'est toute l'histoire de l'industrie française. C'est le mouvement syndical. Enfin, il y a toute une réflexion. Il n'y a plus d'entreprise avec le télétravail. Alors, disons que à nouveau, c'est un modèle à réinventer. Et puis, c'est un modèle qui existe déjà aujourd'hui. Alors, j'ai pas envie de jouer le start-upper qui fait genre... Mais trop tard, vous êtes le start-upper. Alors, je suis le start-upper. Mais sur le premier point, les entreprises enfin, les gens qui ne se voient plus, c'est déjà le cas dans les rapports sociaux. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui sont quand même tellement avec des rapports distanciés que le fait que le travail soit également distancié, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est déjà un fait. Pour vous, c'est un fait. C'est déjà le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont la tête devant leurs écrans. On a des amis qui sont de plus en plus virtuels, de moins en moins physiques. Donc, que le travail suit cette même pente, je ne suis pas en train de porter de jugement de valeur. Mais vous dites que ça suit cette pente-là. Exactement. Et puis, deuxième point, alors oui, effectivement, dans 10 ans, Facebook, 50% de télétravailleurs, total. Le jour où les algorithmes d'intelligence artificielle de Facebook seront faits par des gens dans des pays à bas coût, on n'y est pas encore. Et donc, ce mouvement-là d'externalisation des ressources avec ce rapport coût-compétitivité, il existe déjà. Et dans la tech, pour le coup, c'est quelque chose qui est déjà présent. Donc, les emplois forte valeur ajoutée, ils resteront entre guillemets peut-être en télétravail, mais ils le feront de n'importe où. Et le vrai luxe, et là c'est peut-être une frange de la population, mais c'est la population Facebook, c'est qu'en fait, ils vont être en télétravail, mais c'est des Américains et qui vont juste travailler à Cancun ou aux Baléares, plutôt que de le faire entassé dans un petit studio à San Francisco. Vous nous vendez du rêve, là. Non, mais c'est vrai, ça fait rêver. On se dit, c'est génial, je suis ingénieur, moi je me barre, j'ai ma petite cabane en bois, j'ai une connexion 5G, puis top, quoi. C'est une évolution très parcellaire. Ouais, c'est réel, hein. Ça va concerner qu'une partie des gens, donc on va créer des cols blancs et des cols bleus, ceux qui peuvent pas. Celui qui est dans un magasin qui ouvre et qui le ferme, on peut lui raconter Cancun ou les Baléares, il ira jamais. Non, mais c'est déjà la réalité. Donc ça, c'est dangereux parce que moi, le télétravail, je pense que c'est quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'enseigne la crise? Et l'enquête qu'on a faite le montre. L'augmentation du télétravail ne viendra pas de l'augmentation du nombre de jours, mais du nombre de métiers concernés. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est élargir le spectre métier. C'est que des gens qui aujourd'hui n'y ont pas accès pourraient y avoir accès. Voilà. Après, il y a la question de la créativité, il y a la question de la production collective et tous ces éléments. Oui, parce que cette question n'est pas soulevée, mais on peut la soulever, c'est qu'il y a eu un travail, comme le dit cette philosophe, elle utilise ce mot, c'est elle qui le dit, la tâcheronisation, c'est-à-dire des métiers où le télétravail permet de remplir des cases, d'être dans un métier administratif, là, auquel cas le télétravail fonctionne. C'est plus compliqué, Sabrina, lorsque il faut y mettre de la créativité, de l'échange, parfois de la contradiction, de la difficulté. C'est beaucoup plus compliqué, voire même impossible. Là, il faut se parler de visu. Il faut se parler. Alors après, on va nous dire. Charles est d'accord avec aucune de mes questions. On va nous dire qu'il existe Zoom et puis tout ce qu'on a vu émerger. Oui, d'accord. Bon, mais je veux dire, pour moi, si vous voulez, le télétravail, mais c'est pas là, je sors du juridique. Le télétravail, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien que ça permet aussi un équilibre vie pro, vie perso, qui est aujourd'hui très recherché. Après, je ne crois absolument pas au tout télétravail et je crois même, si vous voulez, que ça peut être un facteur, mais très fort, d'inégalité de traitement. On va se heurter à ça à long terme et on a aussi un problème... Et donc de conflit, de sources de conflit. Bien sûr, de sources de conflit. Et on a aussi un autre problème auquel il faut penser, c'est cette fameuse obligation de sécurité dont on entend tant parler de l'employeur. Comment on va l'appliquer en télétravail? Parce que les salariés... Ils sont quand même... Ah, gros sujet. J'attrape le Covid, mais j'étais ce jour-là en télétravail. L'employeur est-il responsable, car relié avec moi juridiquement dans une relation de travail, ou suis-je responsable de mon Covid? C'est ça que vous soulevez. Oui, c'est ça. C'est un sujet quand même. Hein. C'est ça, mais ça va un peu plus loin. Si vous voulez, normalement, quand on est en télétravail, alors il y en a qui vont nous dire, en télétravail, ça doit être comme au bureau. Le problème, c'est que c'est pas possible. Bah non, c'est pas pareil. C'est juste pas possible, c'est pas pareil. Je vais pas être responsable. 8h30 midi, je vérifie que vous avez bien débranché l'ordinateur à midi, que vous reprenez à 13h30. Ça marche pas. Enfin, ça n'a aucun intérêt de le faire dans ce cas-là.
Ça n'a pas d'intérêt, mais il y en a qui le veulent. Moi, j'ai déjà entendu dire, déconnexion, à 19h30, on déconnecte tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la vraie vie, à mon sens, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas, si vous voulez, ce fameux droit à la déconnexion dont on a déjà parlé sur ce plateau avec vous, Arnaud, le droit à la déconnexion, chacun, en fait, le gère à sa sauce, j'ai envie de dire. Il y a une maman qui va vouloir aller chercher ses enfants à 4h30 à l'école, et reprend après. 18h30, et puis reprendre à 20h. Qu'est-ce qu'on fait ? On déconnecte tout à 20h ? Mais non, en fait, la flexibilité qu'apporte aussi le droit, ce télétravail, risque, à mon avis, si vous voulez, ça peut être... Il ne faut pas replaquer des modèles classiques sur des modèles dérégulés, c'est ça, hein ? Je pense qu'il faut faire attention. Mais vous en pensez quoi, Charles Fréminville ? Moi, je suis d'accord avec ce risque-là, et la frontière vie pro vie perso, elle est... Bon là, enfin, on se retrouve. Vous me faites peur, Charles. Et on est d'accord pour dire que le total télétravail, c'est pas bien. Par exemple, sur la créativité, il y a des choses aussi à inventer, à créer, des bonnes pratiques qui existent. Moi, j'ai aussi entendu certains de nos clients dans lesquels des télétravailleurs vont télétravailler ensemble, c'est-à-dire un jour chez l'un, un jour chez l'autre, un jour seul. La créativité, elle peut aussi arriver comme ça. C'est des modèles qui existent, qui se développent. Je ne dis pas que ça convient à tout le monde, mais c'est des choses, pour le coup, qui font sens et qui peuvent répondre, par exemple, à un besoin comme la créativité. Mais ce que soulevait Benoît Serre tout à l'heure sur le plan philosophique, pour terminer ce débat, va continuer à se poursuivre des mois encore, puisque ce Covid est présent. C'est quoi une entreprise ? Vous soulevez cette question-là ? Oui, tout à fait. Et je dirais même, non, mais c'est quoi ? C'est des murs ? C'est une porte ? C'est un endroit où on s'assoit ? Aujourd'hui, on ne s'assoit plus, on fait des réunions collectives et puis on rentre chez soi. Il n'y a plus d'entreprise. Pour moi, ça commence par un pourquoi et par une mission. C'est-à-dire que je sois, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y en a des gens qui sont télétravail depuis très très longtemps. C'est les auto-entrepreneurs ou les freelances. C'est vrai. Et donc, pourquoi aussi parfois ils sont portés par un projet de société ? C'est parce que derrière, il y a une mission sociale, un but, qui font que, si vous vous souvenez de Simon Sinek et sa fameuse TED, qui est la vidéo TED la plus vue de toutes les vidéos TED, on commence par le pourquoi d'une entreprise. Et si on adhère à une mission, à un projet collectif, là, il y a peut-être les débuts d'une fondation, d'une entreprise, avant même de parler de murs. De murs, oui, c'est ça, c'est intéressant. Oui. C'est plus le bâti. Il travaille à domicile, en fait. Oui, c'est le travailleur indépendant. C'est encore une autre. Oui, mais il y a une distinction entre, pour moi, le travail à domicile et le télétravail. Relié juridiquement. D'accord. Bien sûr. Mais tout ça, vous verrez, ça va nous amener à nous poser une question qui va être au final, qu'est-ce que le télétravail ? Non, mais oui, Non. oui, c'est une vraie question. Sur le plan du droit, il va falloir le définir. Hein. La question de la raison d'être, ça, c'est des choses qui sont présentes, d'ailleurs, qui ont été poussées par la loi Pacte, qui existait avant. Le télétravail n'est pas venu créer le besoin de donner aux gens une raison de travailler. Mais il a été imposé, on l'a dit. Comme vous êtes en télétravail, d'une certaine manière, vous êtes en auto-allumage, quoi. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, il n'y a aucun chef qui vous... il faut se motiver, il faut se lancer. Le vrai sujet qui changera le rapport avec le télétravail, c'est le jour où on pourrait, peut-être, sortir du télétravail volontaire. Parce qu'aujourd'hui, en France, le télétravail, il est volontaire. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un un télétravail. Exactement. Or, vous avez d'ores et déjà des réflexions autour de gens qui disent, mais si on va vers ça, ça veut dire que demain, quand je vais ouvrir un poste au recrutement, je dirais au moins 50% de ce poste fait télétravail. Et vous prenez, sinon... D'accord. Ça peut radicalement changer, d'une part, le droit du travail, d'autre part, le mode de calcul des heures. Mais on n'en est pas encore là. Et d'ailleurs, l'une des raisons des débats qui agitent en ce moment entre les partenaires sociaux... C'est la fin des heures, Benoît Serre. On arrive au forfait, de fait. On va avoir le temps, là. Mais c'est logique. Je pense que c'est logique. Oui. Ça, ce serait une révolution. Hein. Ce serait une révolution, puisqu'on calcule l'amélioration de la vie au travail en réduction du nombre d'heures depuis la fin du 19e siècle. Sauf que ça remet en question. Exact. Mais tout ça pour dire que les négociations aujourd'hui, qui ne sont pas vraiment des négociations, c'est de la concertation. C'est de la concertation, tout à fait. C'est le fameux accord national interprofessionnel, c'est fait pour empêcher qu'un jour, on puisse imposer le télétravail. Est-ce que ça va dans le sens de la société que vous décrivez ou pas ? Ça, je ne sais pas. Et dernier point, on sait que le télétravail ne génère pas de baisse de productivité. Non, vous l'avez démontré dans l'étude. Mais également que les gens ont le sentiment de plus travailler, or ce n'est pas vrai. Ils travaillent de manière plus intense sur des périodes plus courtes. Tout le monde le dit. Ce qui est absolument pas Je suis plus concentré. Plus travailler. C'est vrai. Le sentiment d'être plus fatigué. Et puis ne perdons pas de vue quand même que aujourd'hui on essaye de faire rentrer 700 000 jeunes dans l'emploi. S'ils arrivent dans des entreprises vides, où il n'y a personne, comment vous faites la stratégie des alliés ? Comment vous faites pour connaître les habitudes ? Donc la question de la raison d'être que vous avez évoquée, elle est fondamentale. La question de la culture d'entreprise aussi. Et la culture d'entreprise ne se crée pas à distance. Donc tout est dans la mesure, encore une fois, mais ça pourrait, dans le temps, radicalement changer le rapport du droit au travail, la manière de calculer le travail et de le contrôler. Vous avez 20 secondes chacun, parce que tous les sujets ouverts sont des sujets de débat qu'on va traiter. Vous avez 20 secondes chacun pour une conclusion sur l'avenir, sur ce télétravail. Il faut de l'encadrement juridique et la définition du télétravail. Il va falloir de l'encadrement juridique, oui, même si aujourd'hui on a quand même des bases qui sont posées. Après, trop d'encadrement juridique,
pour oui, moi, vous l'évoquez. Il faut un peu de souplesse. Ouais. Ah mais bien sûr. Donc et voilà, il va falloir comment on fait les choses. Après, si vous voulez, aujourd'hui, la notion des 35 heures, mais c'est ce que disait Benoît. Temps de travail, 35 heures. Pouf. Ça n'a plus de sens. On travaille le dimanche, ça n'a plus de sens. On va le faire, ce débat sur les 35 heures, parce qu'il est posé par le télétravail. Et bien sûr. Un dernier mot avant de nous quitter. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille collectivement ensemble sur la question du télétravail, puisqu'il y a effectivement des modes, des usages à réinventer. Et notamment, je pense que la question de la confiance est centrale entre le manager et le manager, qui est un sujet. Et la réforme de manager qu'on a souvent traitée sur ce plateau. Merci Benoît Serra, NDRH, c'est la conférence de presse annuelle le 22 septembre. Et on en saura peut-être un peu plus encore sur, au-delà de l'étude de juin, ce qui se passe aujourd'hui dans la tête des DRH à l'égard du télétravail. Merci à Sabrina Kemel, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. Vous êtes souvent venu sur le plateau, vous reviendrez évidemment. Et puis Charles de Fréminville, qui n'était jamais d'accord avec mes questions, mais on était ravis de l'accueillir. Avec surtout les réponses. CEO de Bloom at Work. Bon, les questions étaient formidables. Merci à vous trois, merci à vous qui nous regardez pour vos réactions. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi, nous sommes très en retard. Alors, télétravail, l'entreprise, la raison d'être et les cadres. Et oui, les cadres, Julien Breuil. Bonjour. Dis bonjour, comment allez-vous? Très bien. Directeur des études chez Cadre Emploi. Tout à fait. Alors, on s'intéresse souvent à la cartographie et la géographie. Là, on s'intéresse aux cadres et à leur désir de bougeotte, de mobilité. Quelques chiffres quand même, on va les voir sur le contexte de la mobilité des cadres. 38% des cadres se déclarent attentifs à la mobilité, c'est bien ça? Exactement. Attentif, ça veut dire quoi? Qui regarde, qui furette un peu sur Internet? Globalement, attentif à la mobilité, ça veut dire qu'ils vont consulter les offres d'emploi, ils vont être ce qu'on appelle en veille, pas en recherche active, mais en veille, voir s'il y a une opportunité qui pourrait leur plaire. Plus, moins que la... Alors, c'est en augmentation de 2 points par rapport à la dernière vague qu'on avait faite. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce ne sont pas c'est pas les modes de salariat qui baissent. La mobilité externe reste à peu près au même niveau, donc plus 2 points. C'est plutôt tout ce qui concerne les autres modes de travail, type entrepreneuriat. Donc, on veut bien bouger, mais dans des contraintes limitées, avec une vraie sécurité. Parce qu'on s'aperçoit aussi dans le même temps qu'il y a 52% des cadres qui nous disent vouloir rester dans leur entreprise, ce qui est aussi un plus haut historique. Donc, c'est ça. Voilà, ils sentent bien dans leur... Il y a aussi une sorte de peur aussi de l'avenir, et souvent on se protège. On se dit je préfère rester dans mon entreprise. Il y a quand même des choses intéressantes sur les critères, ça on va le voir, et ça fait écho d'ailleurs au débat qu'on vient d'avoir, sur les critères prioritaires recherchés dans l'entreprise pour changer d'emploi. Et bien justement, ça va faire écho à ce que disaient Benoît Serre et Charles de Fréminville. On voit que la localisation géographique, on en a souvent parlé, mais ce qui est en train de prendre de la place, c'est le télétravail. Oui, le télétravail apparaît fortement. Alors après, il y a télétravail, j'allais dire occasionnel, télétravail full remote. Bon, en général, ça tourne plus vers le télétravail quand même un peu plus occasionnel, encore faut-il qu'il en hybridé, comme on a dit tout à l'heure. En hybridé, alors est-ce que c'est 2 jours, 3 jours, ça restera à cadrer. Mais effectivement, c'est un critère qui progresse. Parce que pour revenir à la mobilité, en fait, la question n'est pas de savoir s'ils sont attentifs aux opportunités, mais plutôt est-ce qu'ils vont être capables de franchir le pas et quels sont les critères que les entreprises vont mettre en place pour les attirer. Bon, là, on voit bien qu'il y a la localisation, mais qui a toujours été un critère important. Qui est monté, j'ai l'impression, quand même, là. Alors, qui reste... Le désir de verre était fort, là. Oui, alors moi, personnellement, je pensais que la localisation allait baisser justement parce qu'il y a une opportunité de télétravail. C'est-à-dire qu'on est moins... Ah, oui. On est prêt à faire des efforts, on subit moins le transport. De s'éloigner un tout petit peu. Finalement, la localisation est toujours importante, particulièrement en Ile-de-France. Le télétravail apparaît comme un critère majeur. Et puis, il y a un dernier élément dont on avait beaucoup parlé précédemment, c'est le sens au travail. Le confinement a sans doute révélé... À égalité que le télétravail, 24-24. 24-24, et c'est particulièrement vrai, parce qu'on avait regardé de manière un peu plus précise, sur les jeunes générations et les 18-34 ans, qui se posent des questions, effectivement, sur les différents métiers. Et ça concerne surtout d'ailleurs les métiers du marketing, du conseil. Ils choisissent pas un boulot, ces jeunes générations, ils choisissent un travail qui a du sens. Ils choisissent un travail qui a du sens, sachant que le confinement a parfois remis en cause l'utilité de son travail. Alors, c'est pas forcément vrai pour les plus jeunes générations, ça peut être le cas pour tous, mais il y a eu un sujet qui a été posé par rapport au confinement et potentiellement à des activités partielles ou autres. Oui, parce qu'il faut bien distinguer les cadres qui ont 20 à 25 ans d'expérience, qui sont de l'ancienne génération, des nouveaux arrivants qui sortent des écoles et qui ne sont pas dans les mêmes aspirations sociologiques de rapport au travail. Là où les jeunes générations et les plus anciennes générations, si je puis dire, se retrouvent, c'est sur la nécessité et le besoin d'avoir de l'autonomie. Pas de l'autonomie forcément en termes de télétravail, mais aussi de l'autonomie en termes d'organisation. Alors forcément, ça croît encore un peu plus avec l'âge, c'est-à-dire que si vous avez un peu plus d'expérience, que vous managez, vous avez envie quand même de prendre vos propres initiatives. C'est pas forcément toujours aussi simple, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de cette étude. Ce qui est assez humain, j'ai envie de dire. Assez logique. Dernier item, Julien.
dans l'hypothèse qu'ils changent de poste ou d'employeur, c'est important, il faut que les cadres puissent préserver certains éléments. Et on va les voir, ces éléments, on vient de les évoquer, finalement, on les a appréhendés. Quel équilibre vie pro, vie perso ? Bon, ça c'est important, d'ailleurs, qui doit être accentué par le télétravail, parce que c'est un moment, télétravail, où on peut justement aller chercher à l'école ses enfants en ayant l'impression d'avoir un peu une vie familiale, quoi. J'allais dire, c'est une formidable transition, parce qu'effectivement, quand on a regardé sur cette notion d'équilibre vie pro, vie perso et de télétravail, il y a une volonté d'avoir plus pour tout le monde, mais il y a une volonté de le préserver, notamment pour les 35-49 ans, pour les foyers avec justement des enfants, parce que forcément, ça permet une certaine flexibilité, pour rebondir sur les propos, non pas que peut-être on travaille plus, on travaille de manière plus séquencée et plus intense à certains moments, et ça nous permet à d'autres de pouvoir faire face à différents imprévus et pourquoi pas aller chercher les enfants à l'école à un moment donné pour X raisons. Il nous reste 30 secondes, il faut quand même préciser, c'est un niveau important, que le niveau de rémunération est à 62% dans votre sondage et que la localisation est aussi à 62%. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'enjeu financier qui est important et la localisation, parce que c'est vrai que c'est aussi une contrainte de partir au travail, de faire beaucoup de routes. En fait, c'est les 3 items majeurs, mais c'est vrai que dans les évolutions, c'est l'équilibre vie pro, vie perso qui est le seul critère à avoir progressé. La rémunération. La place de la famille, la place de sa vie personnelle. En gros, globalement, on peut supposer, on a posé une autre question, c'était de savoir si le confinement avait fait monter certains critères ou que certains critères étaient plus importants. Et effectivement, la notion d'autonomie, d'équilibre vie pro, vie perso, elle est centrale. Remonte, ce qui peut laisser supposer que le confinement a laissé quand même quelques traces. J'allais dire psychologique, plus que des traces en se disant je vais progresser, je vais évoluer. Ils ont goûté, quoi. Les cadres ont goûté à autre chose. Est-ce que ça se transformera C'est un phénomène que vous démontrez très bien. Et c'est que la crise n'a rien créé. Par contre, elle a fait gagner 5 ans, quoi. C'est ça. Tout à fait. Et sur ce domaine-là, comme dans les autres. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'elle a accéléré des tendances qui étaient déjà présentes. Exactement. Covid, accélérateur de tendances et de changements. Merci à vous trois. Merci à Julien Breuil, cadre emploi, pour cette étude passionnante, d'ailleurs, qui venait s'emboîter avec le débat précédent. Benoît Serre, merci d'être venu et d'être resté surtout. Et Charles de Fréminville, merci d'être resté jusqu'à la fin de notre émission. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On se retrouve demain pour un nouveau thème et d'autres invités. D'ici là, restez, non pas couverts, mais protégez-vous, évidemment. Et puis, je serai là. Merci à toute l'équipe technique et à Fanny Griesmer. Et merci à vous qui réagissez sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-nous partager vos sentiments, vos réactions. Émission en direct du lundi au vendredi. Je serai là demain. Au revoir.